Je suis avec Nassourdine Imavov. Bienvenue sur le podcast After Fight, Nassour. Comment tu vas? Salut Kevin. Écoute, merci pour l'invitation. Ça va super et toi? Ça va nickel. Merci à toi surtout d'avoir accepté l'invitation. C'est un grand plaisir de t'avoir sur le podcast. Merci. Tu es un combattant de MMA pour te présenter. Ouais, alors je m'appelle Nassoudine Mavov, j'ai 26 ans. Je suis combattant de MMA actuellement sous contrat avec l'UFC. Et voilà, je m'entraîne au MMA Factory. Et voilà. Je voudrais retracer un petit peu ton parcours. Tu es né au Daghestan. Je sais que tu n'as pas vraiment grandi. Tu es parti très jeune de là-bas. C'est ça, je suis né au Daghestan. À l'âge de 8 ans, c'est à l'âge de 8 ans qu'on a fait nos bagages avec la famille, avec les frères. Et voilà, on est arrivé en France et c'était à l'âge de 8 ans. Et donc, tu es arrivé, il me semble, du côté de Aix-en-Provence, Salon de Provence, c'est ça, plus précisément? D'abord, c'était Marseille. D'abord, je suis arrivé à Marseille. On a vécu là-bas 2 ans. Et puis, on a déménagé à Salon de Provence, au quartier Les Canots, plus exactement. Voilà. Et est-ce que ça a été facile de s'acclimater? Parce qu'on sait que au Daghestan, c'est des villages. Enfin, du peu que j'ai vu les documentaires, c'est des petits villages. Comparé à la France, c'est vraiment différent, non? Ouais, bien sûr. Bien sûr, après, quand on est petit, on s'adapte vite. Mais sinon, oui, bien sûr, les premières semaines, les premiers, les premiers mois, c'était inhabituel. Mais voilà, on s'habitue et je me suis intégré rapidement. Et au Daghestan, est-ce que tu faisais déjà un peu des... Je sais que là-bas, c'est la lutte. Est-ce que tu faisais déjà de la lutte ou c'est vraiment arrivé en France que tu as commencé à faire des sports de combat? C'est ça, c'est une fois que je suis arrivé en France. Avant ça, je n'étais jamais allé dans un club, ni de lutte, ni de boxe. Par contre, comme je disais avant, au Daghestan, en fait, la lutte, c'est la tradition. Tout le monde fait de la lutte. Et c'est comme ici, jouer au foot, par exemple. Là-bas, on joue à la lutte. Et du coup, par exemple, un ami de mon père, il vient avec son fils qui est à mon âge, c'est sûr que ça allait partir en lutte. On le savait déjà, tu vois. Moi, j'ai commencé à m'échauffer dans la chambre. Je savais qu'on allait m'appeler, on allait me dire allez, mettez-vous au milieu. Et en plus, il y a ton père qui regarde. Et il faut surtout pas que tu perds. Il y a le stress. C'est comme une compétition, en fait, tu vois. Il y a un peu plus de stress que quand tu vas au combat ici. Parce que voilà, il faut surtout pas perdre, il faut pas décevoir. Et du coup, voilà, ça part en lutte et c'est comme ça et on apprend à lutter. Et du coup, Et donc, ouais. ouais, ouais, du coup, voilà. Mais sinon, c'est quand une fois qu'on est déménagé, quand on est venu en France, à Salon-de-Provence, quand on a déménagé là-bas à l'âge de 10 ans, mon père il m'a envoyé à la boxe anglaise. Parce que voilà, mon père c'était aussi un ancien boxeur. Au Daghestan, il n'y a pas que des lutteurs, il y a aussi des boxeurs, il y a des kickboxers. Donc d'ailleurs, Daguerre, il s'entraînait là-bas en boxe anglaise. Il a commencé, je crois, à l'âge de 6 ans, un truc comme ça. Et du coup, voilà. Et une fois qu'on était à Salon, là-bas, à 10 mètres de la maison, il y avait la salle de boxe anglaise. Du coup, automatiquement, mon père m'a envoyé là-bas. Enfin, nous a envoyé là-bas avec mes frères. Et du coup, voilà, tout a commencé là-bas, dans le club, Boxing Club Salonnaise. Et à ce moment-là, tu t'entraînais vraiment que en boxe anglaise ou tu avais aussi envie de faire un peu de lutte? Comment s'est passée la transition vers le MMA? Non, c'était qu'en boxe anglaise. Qu'en boxe anglaise. Au début, carrément, je voulais faire carrière en boxe anglaise. Une fois adulte, je voulais devenir professionnel. Voilà, champion, quoi. Je regardais les Ricky Hatton, les Pacquiao, les anciens, les Floyd Mayweather, etc. Et je m'inspirais beaucoup d'eux. Mais voilà, une fois, j'ai fait ça pendant 7 ans, de 10 à 17 ans. Et dans la même salle de boxe, là où on allait, juste après la boxe, il y avait le MMA. Donc, euh, euh, donc c'est d'abord Daguerre, mon frère, que vous connaissez, qui a fait la transition. Oula, hop, tu m'entends? Ouais, 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 toujours. Ouais, c'était la batterie. C'était à 20%.
Donc, il a fait d'abord la transition. Il est parti essayer, ça lui a plu. Il apprenait super vite. Et il savait déjà, il se débrouillait bien en lutte. La boxe, c'était son domaine. Et donc, ça a fait un petit mélange. Et voilà, du coup, c'est parti de là. Il a commencé à faire des combats. Il a commencé à gagner. Et tout ça, en étant petit frère, ça inspire beaucoup. Ça parle beaucoup de lui. Et je vais être aussi comme lui, quoi. Et je me rappelle, il avait fait son deuxième combat, je crois, au PFC à Marseille. Et j'ai été là-bas. On était présents avec mes frères, les amis, etc. Et il y avait un show incroyable. Il y avait du monde, ça criait. En plus là-bas, il avait pris Aranik Montero, je crois. Je m'en souviens tellement. Et ça m'avait marqué. Ouais. Il avait gagné par KO. Et je voyais ça, la foule, le frangin qui gagne par KO. Waouh, tu vois, j'ai envie de faire la même chose. Et du coup, moi aussi, je voulais essayer. Je suis allé essayer et ça m'a plu. J'apprenais aussi vite. Et c'est parti de là, le MMA. Voilà. Et clairement, on voit que ton frère, il a. Oui, oui, Ouais, pardon. c'était chez Slam, David Garofalo, surnommé Slam, parce qu'en fait, comme il slamait tout le monde, du coup, voilà, tout le monde le reconnaît comme ça. Donc, c'était chez lui, hybride contact. Voilà, j'ai juste oublié de préciser. Et pour parler de ton frère, Daguerre Imavov, euh, qui, on l'entend quand tu parles de lui, qui t'a beaucoup justement motivé, inspiré à aller dans ce sport. Euh, Est-ce que aujourd'hui, le fait que toi, tu es à l'UFC et que lui, il n'y est pas, d'ailleurs, je sais que tu as parlé après ton combat à Dana White qui regarde son combat, qu'est-ce que ça te fait de, justement d'être à ce niveau-là, un peu que le petit frère a dépassé le grand frère au niveau martial? Mais au début, tu vois, ah, c'est pour ça, en fait, ça me démange tellement qu'il n'est pas à l'UFC. C'est incroyable, je ne le dis pas, je le fais pas voir, mais il le mérite depuis très longtemps. Et tu sais, des fois, on n'a pas de chance. On n'a pas de chance, il a eu les blessures, il a dû arrêter, puis après, il y a, tu vois, tout ça, la famille, les papiers, etc. Il fallait s'occuper des papiers, etc. C'était un peu compliqué à une période, du coup, ça l'a ralenti. Mais maintenant, il faut le prendre en mode. Moi, maintenant, je le prends. Tu sais, au tout début, c'est lui qui m'a tracé le chemin. Tu vois, moi, quand je suis arrivé, lui, quand il allait en MMA, il fallait qu'il se crée des contacts, il fallait qu'il gagne des combats. Et tout ça, ça se fait lentement. Et ça prend du temps, etc. Alors, quand je suis arrivé, le chemin était déjà tracé. Il était dans les MMA déjà 2-3 ans. Il avait déjà un record de 9-1, assez expérimenté. Le monde du MMA le connaissait. Donc, voilà, j'étais arrivé, tout était déjà prêt, tu vois. Tout était déjà prêt. Et maintenant, je pense que maintenant, c'est à mon tour, tu vois. C'est lui qui m'a tiré vers le haut. Maintenant, c'est à moi de le tirer vers le haut, vers l'UFC. Du coup, c'est pour ça que je fais tout mon possible pour essayer de parler tout le temps dans les interviews, etc. Parce que vraiment, vraiment, il mérite. Franchement, je ne dis pas ça parce que c'est mon frère, mais le niveau qu'il a, c'est incroyable. C'est incroyable. Et justement, il lui faut des défis un peu comme ça, en fait. Il lui faut des grands défis maintenant. Tu sais, je suis persuadé, si aujourd'hui tu lui mets un grand nom dans une grosse organisation, il va faire une performance de malade. De malade. C'est comme ça. Et du coup, à ce niveau-là, il faut qu'il intègre une grosse organisation. Tu vois. Mais là, en ce moment, il est à Arès, comme vous le savez, qui est une très très belle organisation. Il se retrouve à Arès et le prochain combat, il va le faire le 2 septembre, normalement à Arès 8. Et du coup, voilà. Et normalement, il y a l'adversaire, très sérieux. Donc, Daguerre est très très motivé. Et vous allez bientôt avoir l'info sur son adversaire. Yes. Pour en revenir à toi, ensuite, donc, tu t'entraînes au MMA Factory. Comment s'est fait la direction de partir de Marseille pour aller justement au MMA Factory? Est-ce que ça a été aussi avec ton frère Dakir, C'est ça. cette aventure de partir?
Ouais, c'est ça. À ce moment-là, tous les deux, on était en pro. Donc moi aussi, j'étais passé pro, mais j'avais fait que 2 combats, je crois, 2, 3 combats. Et c'était qu'un point crasse. Et du coup, ça se fait comme ça, en claquement des doigts, en fait. On a pris la décision assez rapidement parce qu'on entendait souvent dire à les coachs aussi, euh, il n'y avait pas beaucoup de moyens, tu sais, au niveau management. Pour trouver des combats, ça devenait très compliqué, même pour les entraînements, les sparring partners, etc. Et si on voulait réussir, en fait, faire quelque chose dans les MMA, il fallait voir ailleurs, quoi. Et du coup, voilà, avec le soutien de la famille, des entraîneurs, etc. Du jour au lendemain, comme ça, on a pris les bagages, la voiture, claquement des doigts, on a pris la route, 6, 7 heures de route, et on est arrivé à Paris. On a pris 2 jours d'hôtel. On connaissait vraiment personne. Et on voulait tomber juste au jour de sparring, tu vois. Parce qu'on était persuadé qu'on allait. Parce on avait quand même moi qui commençait, j'avais quand même un assez bon niveau. Et on était persuadé qu'on allait le remarquer, tu vois. D'être remarqué par Fernand Lopez. Et du coup, on est arrivé le jour de sparring. Daguerre, il a dû demander à Fernand si je pouvais m'entraîner chez les pros. Il a fait confiance, il a dit ouais, pourquoi pas, parce que voilà, Daguerre a dit voilà, il a un bon niveau, tu vas voir, etc. etc. Du coup, j'ai à ce moment-là grosse pression parce que tu vois, il faut se montrer. Bon, Daguerre à ce moment-là, on le connaissait déjà, il avait déjà 10 combats pro, mais moi, il fallait montrer que j'étais là aussi, tu vois. Du coup, voilà, ça a bien tapé dans tous les sens. Un, un très très bon sparring et à la fin, il était satisfait, il est venu me voir et il m'a demandé qu'est-ce que tu voulais en faire. Je lui ai expliqué que je voulais que ça soit mon métier, etc. etc. Et tout est parti de là. Tout est parti de là et voilà, petit à petit, on avance doucement. Et donc, ouais, et donc tu as clairement fait ta place au MMA Factory. Tu as été le sparring partner de nombreux combattants. Il y en aurait tellement à citer. Je veux dire, au MMA Factory, maintenant, tu fais partie des, des murs, j'ai envie de dire. Comment t'expliquerais ton évolution là-bas, aussi le changement de salle? Aujourd'hui, on sait que la salle, c'est plus la même, c'est au Venum Training Camp. Mm. Régis, qu'est-ce que tu en as pensé de l'évolution aussi en parallèle du MMA Factory? Ben, c'est super. C'est super au bout de moment, c'est sûr que ça allait évoluer. Le MMA Factory grandit. Et il y a plus en plus de champions qui sortent. Cyril qui a disputé la ceinture. Donc, c'était sûr. Au moment, tu vois, on peut pas toujours rester au même endroit. Et du coup, aujourd'hui, voilà, on est au Venom Training Camp. C'est comme ça s'appelle, ouais, Venom X MMA Factory. Du coup, on est là-bas, on est très bien. Euh, Tu vois, c'est le confort, quoi. Tu vois, je crois que c'est la plus grande salle de l'Europe, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, j'ai entendu ça, mais je ne suis pas sûr, mais je crois. Mais elle est très très grande la salle, il y a tout ce qu'il faut, il y a un ring, il y a une cage, il y a une partie pour la préparation physique spéciale. Voilà, c'est super grand et à ce niveau-là, c'est ce qu'il faut, quoi. Et aujourd'hui, tu es, donc t'es combattant à l'UFC. J'ai pu voir ton début de carrière là-bas avec ton premier combat face à Jordan Williams. Aussi, malheureusement, la défaite qu'il y a eu face à Philo. Et ensuite, ben là, tu es sur 2 victoires consécutives, vraiment des magnifiques victoires. Ben, je suis obligé de te poser la question. On va bientôt te revoir euh, remonter dans l'octogone. Et bien sûr, il y avait un combat préparation par Kelvin Gastelum. Est-ce que ce combat il va être reconduit? L'UFC Paris, est-ce que il y a une chance de pouvoir voir Nassourdine Imavov à l'UFC Paris? Je te pose plusieurs questions. Ouais, donc, ok, je commence par laquelle? La première, c'était quoi déjà? La première, c'était qu'est-ce que tu penses de ton parcours? Là, ben, tu as 4 combats à l'UFC déjà, grosso modo. Et est-ce qu'on va te revoir bientôt aussi contre un adversaire? Ouais, qu'est-ce que j'en pense? Ben, quand je suis rentré à l'UFC,
je sentais que j'étais pas encore assez mûr, tu vois. Assez mûr. Avant l'UFC, je combattais à 77. Une fois à l'UFC, je suis monté à 84. J'avais fait mon premier combat. C'était pas encore vraiment ma caté, tu vois. Et avec le temps, ben, vous le voyez, hein, à chaque combat, j'évolue de plus en plus et j'arrête jamais d'évoluer. J'avais 24 ans quand je suis rentré, aujourd'hui j'ai 26 ans et je sens que c'est mon pic arrive et je fais que évoluer et chaque combat sera différent, chaque combat sera de plus en plus violent et j'ai hâte d'y être au prochain combat pour montrer le show et ça sera normalement le 3 septembre à Paris. On croise les doigts, j'ai pas encore de contrat, c'est pour ça que je peux pas être sûr à 100%. Mais normalement, j'y suis. Et, euh, et c'est possible que ça soit Kelvin Gastelum. Si, je crois qu'il avait tweeté à un moment qu'il serait prêt à combattre en septembre ou en octobre. Donc, s'il guérit de sa blessure, c'est fort possible. Sinon, franchement, tant qu'il y a un combattant, n'importe qui, quoi. Je veux juste combattre chez moi à Paris, devant mon public, devant ma famille. Et ce qui était jamais fait avant, tu vois. En MMA, j'ai jamais combattu en France. Ce sera la première. Et c'est quelque part, c'est presque un rêve, tu vois. En plus, le premier événement de l'UFC, c'est historique. Donc, il faut absolument que je sois. Je parle, je le dis souvent à Fernand, mais voilà, c'est déjà, ils font le max. Mais je suis là, il voit que je suis impatient. Je veux combattre, tu vois. J'imagine, je sens l'impatience quand t'en parles et vraiment, je le confirme, il faut vraiment que tu sois sur le carte. Enfin, moi, ça serait vraiment un gros kiff de pouvoir te voir là-bas. Et aussi, j'ai vu que tu avais, voilà, où tu as un moment, Robert Whittaker. Sérieusement, tu serais prêt à l'affronter, ce combattant? Bien sûr, bien sûr. Franchement, J'en doute pas, hein, de tes parce, capacités. Mais si tu avais le choix parce entre que le. Ouais. parce que c'était possible, hein. Parce que c'était possible. Car juste avant, en fait, l'UFC nous a approché pour Vettori, qui est troisième mondial. Et moi, je suis 11e, donc ce qui est déjà incroyable. Ça saute, tu vois. On nous avait approché et on nous a demandé si on était chaud pour l'affronter. 1000%, 1000%, on était chaud. Et du coup, ils ont dit qu'on va travailler là-dessus. Ils sont allés voir Vettori. Et apparemment, voilà, les négociations, c'était un peu compliqué. Après, Vettori, il a dit qu'il va réfléchir. Ça nous a donné de l'espoir. Moi, j'étais super content, on était très content. Et du coup, 1 ou 2 jours après, il a dit non, finalement il va pas faire le combat. Et du coup on s'est dit, on a vu Whittaker, la vidéo où il veut combattre à Paris. On s'est dit pourquoi pas, il faut tenter. Et Whittaker apparemment était chaud, ils s'en foutaient qu'il ait affronté. Il voulait juste combattre à Paris. Mais voilà, ils ont préféré de remettre Vettori. Mais si jamais je ne souhaite pas, si jamais quelqu'un saute, un des deux saute, je pense qu'on peut m'appeler, qu'on va m'appeler. C'est quasi certain. Voilà. Et je voudrais aussi parler, ben, j'ai pu te croiser récemment à l'Octofight à Marseille pour le combat de Samy Siamet. Je voudrais qu'on mette un petit mot sur ce combat. Malheureusement, c'est soldé par une défaite. Tu étais t'étais dans le corner. Est-ce qu'on pourrait parler un peu de ce combat et éventuellement parler aussi de ça? Je pense que c'est un combattant que vous connaissez depuis tes débuts aussi avec ton frère Daguerre. Donc, on a parlé de Daguerre. J'aimerais qu'on parle un peu de Samy aussi. Ouais, je souris parce qu'elle est juste à côté, du coup, ça va faire un peu bizarre elle est juste ça va faire un peu bizarre de parler de lui alors qu'elle est juste à côté. Ouais, s'il te plaît. Va dans la chambre, ferme la porte, s'il te plaît. Montre que je pars. Voilà. Je vais regarder les mangas. Ouais, va regarder les mangas. Il est à fond sur les mangas en ce moment. Voilà, maintenant, ça va être plus facile, moins compliqué. Donc c'était quoi la question? C'était son dernier combat, sa prestation. Ouais. Ouais, déjà, vous avez commencé les arts martiaux ensemble aussi?
MMA? En fait, quand on est venu au MMA Factory, on nous a tout de suite donné un préparateur physique, Ryan Gillet, qui est d'ailleurs toujours mon préparateur physique. Et du coup, à l'époque, Ryan Gillet il faisait aussi la préparation à Sami Samet. Donc à Sami, le frérot. Et du coup, c'est parti de là, on a fait connaissance. Et voilà, on est devenus comme des frères, quoi. Et donc, il s'est lancé dans le MMA. Là, on a pu le voir à l'Octofight. Enfin, j'ai pu le voir à l'Octofight. Bon, ça a été sa première défaite. Ouais, ouais, mais c'était déjà lancé au MMA avant même qu'on arrive. Il faisait déjà du MMA et voilà, on s'entraidait, quoi. Lui, il avait le Muay Thai, il avait les jambes. Il me donnait des conseils en jambes, avec les jambes, tu vois, en Muay Thai, tout ça, les coudes, les genoux. Moi, je l'aidais sur tout ce qui est, avec Taguir, on l'aidait sur tout ce qui est sol, soumission, etc. Et du coup, voilà, il a beaucoup progressé. Il avait fait son premier combat, c'était en amateur. Il a gagné par KO en quelques secondes. Puis il est passé en pro, il a fait pareil. Il a gagné en quelques minutes. Donc, tu vois, et là, il est arrivé contre un adversaire très très solide, et il a fallu faire 3 rounds, ce qu'il n'a pas l'habitude de faire. Du coup, c'est ce qui a fait la différence, l'expérience vraiment en MMA. Parce qu'en Muay Thai, il a beaucoup de combats, il a beaucoup d'expérience, mais en MMA, voilà, c'est différent. Et tant mieux, tant mieux. En un seul combat, il a fait un très très beau combat. Ça frappait des deux côtés. Franchement, même si voilà, il a eu des blessures graves, euh, tu vois sa tête, tu as l'impression qu'il s'est fait dominer, mais tellement, mais pas du tout en vrai. Pas du tout. Le combat il était assez serré, il le ramenait plusieurs fois au sol. Ouais, il le ramenait plusieurs fois au sol. C'était une guerre, quoi. Et du coup, tant mieux que le combat il se passe comme ça, tu vois, pour la suite. Parce que là, il a tout vu. Je pense qu'il y a un combat il n'y aura pas de combat plus dur. Je pense les combats qui viennent là. Je pense là, il a tout vu. En un seul combat, il a pris 5 ans d'expérience. Du coup, voilà, maintenant, on sait sur quoi travailler, sur les points faibles. On a vu beaucoup de points faibles sur des petits détails, etc. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On ne peut pas toujours gagner. Pas toujours gagner. Moi aussi, j'ai des défaites. Ça ne m'a pas empêché d'aller à l'UFC et de performer. En tout cas, je lui souhaite bon rétablissement et puis hâte de le revoir dans l'octogone, en tout cas pour faire le show comme à son combat, que ce soit à l'Octofight ou dans n'importe quelle organisation. Hâte de revoir Samy. Du coup, on arrive en fin d'interview. On va passer au five. Chez After Fight, à chaque fin d'interview, il y a le five. C'est un petit questionnaire de 5 questions préparé spécialement pour toi, Nassour. Let's go. Tu vois. Alors, Khabib Nurmagomedov ou Conor McGregor, si tu veux en choisir un. À ton avis? Je sais, mais je suis obligé de te poser la question. Nurmagomedov, bien sûr. Pour son côté lutte ou vraiment pour le personnage, pour le sport ou... Tu parles du sport ou ouais, pour l'humain, tu vois, pour l'humain, parce qu'il est de mon pays, ce qui est normal, et, et voilà, sa domination, sa façon de combattre, son 28-0, le 29-0, pardon, tu vois, c'est tout ça, tout ça en complet, quoi, tout ça ensemble. Ton combat de MMA qui t'a le plus marqué, que t'as vu? Là, le dernier combat, Jerry contre Texera. Moi aussi, il m'a marqué. Incroyable. Je crois qu'ils ont fait. Bon, c'est sûr qu'ils ont fait un combat de l'année. C'était sur 5 rounds jusqu'à la fin. C'était la guerre, des retournements de situation. C'était incroyable. Je me suis régalé de A à Z. Mais et dommage, hein, dommage pour Texera. J'étais pour Jerry, tu vois, comme c'est un jeune, très très fort, tu vois, qui performe et tout. Mais quand j'ai vu le combat, j'étais vraiment dégoûté que Texera perde parce qu'il était pas loin de gagner. Pour moi, il gagnait le combat. Et à la fin, je pense qu'il s'est juste relâché un peu. Il s'est dit, ouais, il reste un peu.
je pense qu'il pouvait sans problème résister, tu vois, avant enfin, de bouger un peu, de ne pas se faire avoir, quoi. Bon, après, une fois que c'était pris, c'était trop tard. Tu préfères terminer par KO ou soumission? Par KO. On est violent. Le film ou la dernière série que tu as regardée? Le film que je regardais. Samy! C'est quoi le film là? Rambert, je sais pas quoi là. Camembert. Remember. Camembert. Remember. Une tuerie. J'aime bien les films comme ça un peu, tu vois. Quand tu sais pas comment c'est et tout. Genre, tu sais comment. C'est à la fin que tu t'aperçois, tu vois. Au début, tu es là, tu cherches, tu vois, je sais pas comment on appelle ça, les films de fiction, ça. Non, un film qui n'est pas prévisible. Qui n'est pas prévisible, voilà. Des films pas prévisibles. Il est surprenant sur la fin. Ouais. Voilà, tu peux, c'était ça le dernier. Il tue, hein, franchement, allez-y voir. Yes. Et ton repas préféré après un combat? Ou même dans la vie en général? Dans la vie, le khinkal, c'est le plat traditionnel du Daghestan, du Caucase, le khinkal. Mais sinon, quand je suis à Paris, après le combat, un truc lourd, quoi, tu vois. Un truc, une pizza, je sais pas, un tacos, un truc, tu vois, sale. Mais Yes. moi, je suis plus sucre. Après, tu vois, les desserts, j'envoie du lourd. Les glaces, tout ça, là, j'adore les glaces. Nassourdine, je te remercie vraiment de m'avoir accordé du temps. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de ta carrière. J'espère vraiment te voir sur la carte de l'UFC Paris le 3 septembre. Je croise les doigts. Je peux te souhaiter que le meilleur sportivement et aussi dans ta vie. Et je te laisse le mot de la fin pour clôturer le podcast. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi pour l'interview. Super bonne question. Et c'était un plaisir. C'était un plaisir. Et merci à tous ceux qui vont nous écouter. Et n'oubliez pas de liker. Je vais commencer la cloche qui est en bas, etc. C'est clair, je ne le fais jamais, mais n'hésitez pas, ouais, c'est clair. Ouais, Et, liker, commenter. Et puis voilà, merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent. Et rendez-vous le 3 septembre à Paris, Inch'Allah, comme on dit. Yes, merci.